Bonjour, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le potager au mois de novembre et décembre. On va voir les dernières récoltes, la conservation ainsi que les plantations en cours et à venir, notamment pour les arbres puisque c'est la bonne saison pour les entretenir et les planter. Allez, c'est parti! Ce début d'hiver, dans la serre, nous retrouvons encore quelques légumes d'été, comme ici du piment doux des Landes, mais aussi des aubergines, des poivrons. Donc là, je vais tout cueillir avant les premières gelées. Et on va se faire une bonne ratatouille. Regardez comme elles sont belles. Ici, il reste encore quelques petits piments rouges. Cette année, j'avais planté 3 variétés d'aubergines. Celle-ci qui est la Black Beauty et qui fait des aubergines assez grosses. J'avais planté également de la Barbantane qui fait des aubergines un peu plus fines. Et puis j'avais mis un pied d'aubergine de Toulouse. Il nous a donné quelques belles aubergines bien violettes, malgré la grêle qui l'avait salement amochée. On ramasse également les derniers poivrons et les derniers kiwanos. Et maintenant qu'on a fait un petit peu de place dans la serre, on va pouvoir s'attaquer aux nouvelles cultures. Donc en hiver, vous pouvez facilement faire pousser de la salade. Donc là, j'ai décidé de les mettre à l'abri sous la serre pour éviter qu'elles ne prennent le froid. Et je me suis procuré des variétés adaptées qui résistent bien aux températures basses. Donc il y a de la laitue paumée, de la laitue à couper, il y a de la sucrine. Espace les plantations, on va dire je plante une barquette de 6 plants tous les 15 jours à 3 semaines, ce qui permettra d'étaler la récolte. Ensuite, jusque décembre, vous pouvez encore planter des pois ou des fèves. La fève est un engrais vert, c'est un fixateur d'azote, donc ça enrichira le sol en azote, ce qui sera bon pour les prochaines cultures. J'ai acheté aussi quelques bulbes de tulipes, c'est le bon moment pour les planter. Et je me suis procuré quelques bulbes d'oignons, mais ça c'est vraiment pour les climats très tempérés où c'est qu'il n'y a pas trop de température négative l'hiver. Je plante également de l'ail blanc. Au potager, nous avons souvent des petits visiteurs. J'ai vu quelque chose rentrer dans la serre du coin de l'œil. Et là, je l'ai repéré. On va voir ça de plus près. Et hop là. Au vu du pelage gris et blanc sur le ventre, je pense qu'il s'agit d'un petit mulot. Passons aux cultures extérieures. À partir d'octobre, novembre, c'est la pleine saison des courges. Donc ici, j'avais planté une variété qui s'appelle la courge longue de Nice. Elle fait de longues courges qui peuvent atteindre 1 mètre de long. À l'intérieur, elles sont orangées, un petit peu comme du butternut, très sucrée, très bonne. Et sa particularité, c'est qu'on peut la consommer à l'état de courge lorsqu'elle est encore immature. Donc pour les courges, il faut faire très attention en fait de les récolter avant les premières gelées. Donc là, je me suis fait avoir parce qu'en fait, elles n'étaient pas toutes arrivées à maturité. Il restait encore du vert sur certaines. Les pédoncules étaient encore verts et j'ai attendu, j'ai trop tardé pour les récolter. Donc je me suis retrouvée avec des courges qui ont éclaté. Alors ce qu'il y a de bien avec les cucurbitacées, c'est qu'ils produisent énormément de sève. Et du coup, en cas de blessure, cette sève un peu collante vient colmater la fissure, on va dire. Ça bloque l'entrée des micro-organismes et ça évite la pourrissure. Les courges qui sont évidemment endommagées comme ça, on ne peut pas les conserver longtemps. Du coup, j'en ai profité pour en mettre quelques-unes en bocaux. Allez, c'est parti, je vous montre comment j'ai fait. Tout d'abord, il faut bien nettoyer les bocaux en verre, avec du savon et de l'eau chaude. Pas besoin de les stériliser puisqu'ils seront stérilisés pendant la cuisson. Je nettoie bien ma courge, puis je la coupe en morceaux. En l'occurrence, ici, je me garde quelques belles tranches et je coupe des cubes pour mettre en bocaux. Ensuite, je fais blanchir mes cubes 5 minutes dans de l'eau bouillante et je mets un peu de bouillon ou un peu d'épices au choix. Pendant ce temps, je fais bouillir les joints dans une casserole séparée
et je remplis mes bocaux du mélange. Puis je rajoute de l'eau du bouillon jusqu'à la hauteur indiquée sur le bocal. Ensuite, j'insère mon joint autour du couvercle, puis je ferme le bocal. Je mets le tout dans une grande marmite ou dans un stérilisateur. Je cale bien avec des torchons pour éviter que les pots s'entrechoquent. On remplit d'eau à environ 3 cm au-dessus des bocaux pour que ça soit bien immergé. Et on porte l'eau à ébullition. Une fois que ça bout, on laisse chauffer à 100 degrés pendant 55 minutes. Lorsque la stérilisation est terminée, je laisse refroidir le tout afin de ne pas me brûler. Ensuite, pour vérifier si ça a bien fonctionné, il faut ouvrir le pot. Donc pour cela, on soulève le petit clip métallique et ensuite on essaye de tirer un petit peu sur le couvercle dessus. Et si ça reste bien collé et que ça ne s'ouvre pas, alors c'est bon. Ça veut dire que l'air s'est bien échappé et que le bocal est sous vide. Il est important de travailler dans des conditions propres, nettoyer son plan de travail, les outils, désinfecter avec de l'alcool s'il faut, pour éviter tout risque de tomber malade, voire des risques mortels, notamment le botulisme qui peut se développer si la bactérie n'a pas été tuée pendant la stérilisation. Vous vous souvenez des petites tranches de courge que j'ai mis de côté tout à l'heure? Eh bien, je les ai réservées pour en faire des espèces de steaks. Oui, je sais, c'est pas des steaks. Mais bon, on va les appeler des steaks. Qu'on pourra par la suite faire revenir à la poêle, faire rôtir au four, mettre de la chapelure et paner. Ça, c'est le super avantage de cette courge longue de Nice. C'est cette partie vraiment de chair qui nous permet de faire tout un tas de choses. On pourrait faire des frites aussi avec. Donc ces petites galettes, je vais les blanchir 5 minutes, puis ensuite je vais les mettre sous vide et les congeler. J'adore cette machine. Elle fait le vide et du coup ça conserve les aliments beaucoup plus longtemps et il n'y a pas ce vieux goût de congelé ou le givre sur l'aliment. Mais la conservation au congélateur reste assez énergivore. Donc la conservation par bocaux reste à privilégier. Et si vous pouvez stocker vos courges plusieurs mois dans un endroit sec et frais, c'est encore mieux. Pour conserver mes petites courgettes longues de Nice, j'ai préparé une recette de pickles au curry et aux oignons. C'est une recette assez simple mais qui se déroule en plusieurs étapes sur plusieurs jours. Donc le premier jour, on fait dégorger les petits cubes de courgettes avec les oignons dans du gros sel pendant 24 heures. Le deuxième jour, on fait chauffer du sucre roux dans du vinaigre de cidre avec un peu de curry. Et je rajoute quelques graines de moutarde. Ensuite, je verse le mélange sur les légumes et je laisse mariner encore 24 heures. Le troisième jour, je porte le mélange à ébullition pendant 10 minutes. Cette fois-ci, je stérilise mes bocaux parce qu'il n'y aura pas de stérilisation derrière. Et je les remplis du mélange et du jus de cuisson. Je vous montre une dernière recette parce qu'on vraiment avec celle-là, on s'est régalé à tel point qu'on n'en a même pas fait des conserves. On a tout mangé. Il s'agit d'une piperade à la basquaise. Alors la piperade dans le 64, plus précisément au Pays Basque, non loin de chez moi. Il s'agit d'un plat à base de tomates et de piments doux des Landes. Et ça tombe bien car j'ai récolté pas loin de 1 demi-kilo de ces fameux piments. Donc dans la recette traditionnelle, on fait revenir des oignons avec de l'ail, des tomates coupées en dés, du piment d'Espelette en poudre et on fait revenir longtemps. Là, j'ai fait revenir 30 minutes, mais dans la vraie recette, c'est minimum 2 heures. Quand les poivrons sont bien fondants, on claque des œufs dedans et on se régale. Avec les dernières aubergines, poivrons et piments, je prépare un petit caviar. Je fais cuire le tout à 190 degrés pendant 45 minutes au four. Je laisse refroidir et je retire la peau. Je rajoute un peu d'ail, du paprika, de l'huile d'olive et je mixe le tout.
Parlons un peu des arbres. À partir du mois d'octobre, on peut commencer à planter des arbres. On dit que l'automne est la saison idéale pour planter les arbres parce que c'est à cette saison-là que l'arbre va entrer en dormance. Donc il va commencer à perdre ses feuilles, la résine va descendre, la croissance de l'arbre va être limitée durant toute la saison hivernale pour éviter justement que les arbres se mettent à bourgeonner et qu'après ces bourgeons soient brûlés par les gelées. J'ai donc été me procurer des arbres chez un petit pépiniériste qui habite à Tréziers, dans l'Aude, à la limite de l'Ariège, dans le sud de la France. Donc la pépinière en question, c'est Permafruit. J'ai choisi cette pépinière parce que c'est un petit producteur. Ça reste assez local, même si c'est pas directement dans ma région. Ça reste dans un périmètre de 250 km. Il y a une large variété de choix dans les plants, et notamment sur des fruitiers et des variétés de comestibles assez rares et spécifiques, comme le gâtillier et le poivrier du Sichuan, qui donnent des baies similaires à du poivre. Il fait aussi des aziminiers. C'est un arbre qui fait des sortes de petites mangues, sauf que c'est pas un arbre tropical. C'est quelque chose qui pousse au Canada et qui résiste au froid et au climat tempéré. Le pépiniériste est super sympa. Lors de la commande, il demande le type de projet, le type de sol pour que le porte-greffe soit vraiment adapté. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai voulu me rendre directement sur place afin de le rencontrer. Il m'a donné également des conseils pour les planter. Même si j'ai fait des formations sur la conduite de verger, plantation, etc., permaculture, tout ce que vous voulez, je pense que tout conseil est bon à prendre, surtout de la part d'un professionnel. Donc lui, son petit conseil, c'était d'attendre le bon moment pour les planter. C'est là que c'est pas vraiment facile à estimer, mais il a raison dans le sens où s'il y a une longue période de pluie, et c'était le cas à ce moment-là quand j'étais les chercher, il pleuvait depuis des jours et des jours, il valait mieux pas le planter dans un terrain où c'est que c'était de la glaise compactée avec de la bouillasse trempée. Si le bon moment c'est en février, eh ben ça sera en février. En attendant, je place les arbres à l'abri du vent et on recouvre bien les racines avec du sable pour que ça reste à l'humidité et que ça soit protégé des gelées. J'ai également passé une commande via le conservatoire des légumes anciens du Béarn qui se fournit à la pépinière Saint-Romas ou Saint-Romas, je ne sais pas comment ça se prononce. Ils ont notamment tout un tas de variétés de pommiers et du coup moi j'ai fait une sélection de pommiers, mais je vais faire une vidéo là-dessus qui sera vraiment dédiée au verger. Je vous expliquerai tout dedans, de la sélection des arbres, le plan et la plantation. J'ai remarqué que quelques arbres étaient un peu abîmés par les chevreuils et par l'épisode de grêle du mois de juin. Le tour de chaque arbre pour vérifier l'état de chacun et pour leur apporter quelques soins. Pour cela, je vais avoir besoin de mon couteau à greffer, d'un peu de désinfectant ou d'alcool pour bien désinfecter les outils, d'une petite spatule, d'un peu de goudron de Norvège ou de mastic pour aider à la cicatrisation. Donc je commence par le cerisier, je fais le tour de l'arbre. Ici, on voit le goudron que j'ai appliqué à la plantation pour protéger la coupe de l'axe principal qui a été faite par le pépiniériste. J'observe les branches et là on voit que celle-ci est abîmée. Là c'est clairement un coup de griffe ou de dent d'un chevreuil. On voit que l'arbre a commencé à cicatriser. On voit comme un petit bourrelet qui s'est reformé, mais l'écorce ne va pas se réparer. Elle ne va pas se recoller. Les arbres n'ont pas la capacité, comme nous, de cicatriser leurs blessures. Une fois que la blessure est faite, c'est pour toujours. Donc là, il y a plusieurs solutions possibles. Soit je décide de laisser comme ça au risque que des micro-organismes se développent, des champignons, de la pourrissure ou que des insectes s'installent. Soit je décide de couper la branche charpentière au risque de déséquilibrer l'arbre, ou bien je lui donne un petit coup de pouce et je le protège avec du goudron ou du mastic pour aider à la cicatrisation. Pour ma part, je décide de conserver cette branche et de tenter de la soigner. Ensuite, je fais le tour du tronc, j'aurais même dû commencer par ça. Donc là, on voit qu'il a bien été amoché également, donc je vais mettre un petit coup de propre à l'aide de mon petit couteau à greffe. C'est très important de rafraîchir les bords, d'enlever tout ce qui est abîmé et pourri avant d'appliquer le mastic.
Donc là, je gratte jusqu'à que tout soit bien propre. Et j'observe qu'il y a des petits dépôts noirs au fond, donc je vais vraiment enlever tout ça avant de mastiquer. Ensuite, je badigeonne toutes les plaies avec le goudron de Norvège, qui va agir comme une pellicule protectrice. Ensuite, je fais le tour des autres arbres, et là j'arrive sur le plaque minier, qu'on appelle aussi kaki. Et là, je vois qu'il a été beaucoup plus abîmé que ce que je pensais, puisqu'il y a quelques mois, il y avait un chevreuil qui avait tiré sur le grillage en plastique, qui avait réussi à l'ouvrir, et du coup à endommager le tronc. Et donc je m'en étais pas occupée tout de suite, ce qui est une grossière erreur, parce que maintenant, tout a pourri sous l'écorce. Donc là, de la même manière, avec mon petit couteau, je viens racler l'écorce. Vous voyez, toute la partie noire, c'est du pourri en fait. Donc ça, il faut complètement supprimer. Enlever toute la partie noire, gratter, gratter. Mais là, la blessure est bien trop étendue. Il y a plus de la moitié du tronc qui est touché, donc je pense que là, c'est peine perdue. Quand bien même j'arriverai à le protéger avec du mastic ou du goudron, la sève ne circulerait plus que sur la moitié du tronc, puisque la sève passe juste derrière l'écorce. Donc s'il n'y a plus d'écorce, il n'y a plus de montée de sève. Du coup, ça restera un arbre fragilisé à vie, qui pourra être plus facilement sujet à des maladies, qui aura du mal à produire des fruits, etc. Donc là, je vais quand même le soigner, mais après, je vais le déterrer et je vais le mettre dans mon petit hôpital. Ici, c'est un prunier quetch qui a été endommagé par la grêle, probablement, et donc la branche s'est fissurée à l'intersection. Mais là, c'est une grossière erreur de structuration de l'arbre. Vous voyez cette forme de Y là? Vous voyez cette forme de Y là? Il ne faut jamais conserver ça. Il aurait fallu supprimer une des deux branches pour justement éviter ce genre de problème. Ça montre à quel point certaines grandes enseignes qui vendent des fruitiers, dont je ne citerai pas le nom, ne maîtrisent absolument pas les bases et vendent des arbres avec des structures mal faites qui, au fur et à mesure des années, vont finir par casser. Enfin, mea culpa, j'aurais dû recouper ça à la plantation. Comme l'arbre était très jeune, j'ai pas voulu commencer à le tailler. Mais enfin bref, le mal est fait et je vais devoir me séparer des deux branches maintenant. Et il était temps car ça commençait à pourrir. Toujours avec mon petit couteau à greffe, je refais une coupe bien propre, bien lisse, avant d'appliquer le goudron. On voit qu'il y a un peu de noir là comme du pourri. J'ai essayé de gratter au maximum mais je peux pas aller plus loin. Sinon le petit bourrelet cicatriciel ne se reformera pas. Et là, qu'est-ce que c'est sur l'abricotier? Oh, la même chose, une autre branche en Y qui s'est fendue. Donc là, rebelote, cette fois-ci à la scie, parce que c'est directement sur le tronc qui est assez large. Et j'ai essayé de sauver la branche, mais ça n'allait pas. Avec le poids des fruits et tout, ça aurait fini par casser. Donc je prends la décision de couper entièrement la branche et on voit que le cœur a bien été touché. Donc voilà, j'espère qu'une autre branche viendra pousser pour rééquilibrer un petit peu la structure de l'arbre. Mais j'ai bien peur qu'elles aient plutôt tendance à pousser en dessous du point de greffe. J'en profite pour enlever les petits gourmands qui poussent en dessous de la greffe. À l'automne, on peut planter des fraisiers. Je me suis donc procuré quelques variétés remontantes qui produiront tout l'été. Je vais les planter au pied des arbres, directement dans le paillis, pour reproduire les conditions propices aux fraisiers des bois qu'on retrouve en forêt dans les sols humifères. Le but étant que les fraisiers tapissent le sol et limitent la poussée d'adventices. On obtiendra alors un couvre-sol naturel et comestible. Ensuite, au printemps, le feuillage viendra ombrager les pieds et par la suite, on viendra compléter la guilde avec d'autres plantes, arbustes, vivaces, pour obtenir une forêt comestible. C'est également le bon moment pour dédoubler les pieds d'artichaut et les replanter, ou alors en planter si vous n'en aviez pas encore au potager, ce qui est mon cas. Je plante alors 2 pieds d'artichaut espacés d'1 bon mètre parce que c'est très encombrant.
Je plante aussi du safran. J'ai trouvé ça en jardinerie. Ça se présente sous forme de petits bulbes. Ça aime les sols aérés, donc je les mets dans mon bac à légumes racines qui contient un mélange de sable, de terreau et de compost. À l'automne, on peut également faire des boutures. Là, j'ai un morceau de mûrier sans épines qui a commencé à raciner, donc je le coupe, je le mets dans un pot, je recouvre de terre et ça fera un nouveau pied. Ici, j'ai prélevé des tronçons de kiwi, mâles et femelles. Je vais également tenter de les bouturer. Là, ce sont des tiges de patates douces en train de raciner. Je récupère également les graines des variétés qui m'intéressent de reproduire l'année prochaine. Tomates, piments, fleurs. Là, c'est du basilic. Je ramasse le citron de mon citronnier 4 saisons. C'est un cadeau que mes collègues de travail m'ont fait pour mon départ il y a quelques jours tout juste. Il est magnifique, plein de citron. Je sens qu'on va se régaler. Novembre et décembre, c'est la pleine saison des kiwis. Ici, dans le Béarn, ça pousse bien. Ceux-ci ne viennent pas de mon jardin, mais de celui de mes parents. Je clôture cette vidéo avec une petite cueillette de nèfles sauvages, un fruit oublié. Il y a une légende qui dit que ça serait Jules César lui-même qui aurait ramené le néflier en Gaule. Il serait originaire du sud-est de l'Europe et de l'Asie de l'Ouest. On le retrouve notamment le long de la mer Noire, de la Turquie jusqu'en Iran. Voilà pour cette vidéo, je vous souhaite de très bonnes fêtes à tous et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.